Alors, bonjour et bienvenue dans le Cloud Screener, le podcast qui navigue parmi tous les nuages, parmi toutes les technos qu'on peut trouver de nos jours. Il y a du PaaS, il y a du CaaS, il y a du SaaS. Dedans, on va trouver de l'infrastructure as a service et plus encore. Et aujourd'hui, bien sûr, on est en 2025, on est en avril et tout le monde parle d'IA. J'ai pas envie de vous faire un épisode classique où on va parler d'IA. D'abord, l'épisode ne peut pas être classique. Il ne peut pas être classique parce que on n'est pas chez moi au Portugal. Il n'y a pas Jérôme Blin avec nous, mais il y a l'ami Aurélien qui est aujourd'hui avec nous. Enchanté. Pour ceux qui se rappellent, Aurélien, déjà beaucoup de discussions avec ce monsieur. Et aussi notre ami Daniel est invité du jour qui est là. Hello. Alors, saluez virtuellement, je veux beaucoup d'acclamations, même si on ne vous entend pas et que c'est en différé. Mais je suis très fier aujourd'hui d'accueillir Daniel, de pouvoir lui poser des questions sur tout ce qu'il fait, son activité, parce qu'il est le cas typique de gens qui ont des compétences, qui font plein de choses et qui se demandent un petit peu qu'est-ce que je fais en France, est-ce que j'ai des opportunités, est-ce que je dois continuer là, est-ce que je ne dois pas continuer. Donc, je suis content, Daniel. Rebonjour. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ah, ça va bien. Je fais mon petit voyage en France. Début des discussions de LLM. On chauffe le coup. T'as oublié les smileys à la fin de Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Génial. Ça. C'est très bien. C'est très bien. Alors, je vais essayer d'être moins LLMisé, moi, dans mon discours. Mais est-ce que tu peux te présenter à nous ? Ouais. Je suis un agent conversation. Non. Ouais, donc moi je m'appelle Daniel Wynne. En termes de parcours, je vais donner un peu de contexte aussi, je trouve ça intéressant. Donc moi je suis issu de parents qui sont venus en France dans les années 80, fin des années 80 du Vietnam. Ce qui est rigolo, que j'aime bien dire et qui peut aussi peut-être inspirer de personnes, c'est que je suis d'un milieu relativement modeste. Mes parents ont été au SMIC la plupart de leur vie, et même maintenant d'ailleurs. Là aujourd'hui je suis dans la tech, mais rien un peu me prédestinait à ça. Quand j'étais au lycée, on me dit qu'est-ce que tu veux faire, j'ai dit je sais pas. Et après on m'a dit tu vois lui l'expert comptable il fait de l'argent, tu vois. Je sais ok je vais faire ça. Et après j'ai j'ai fait prépa commerciale, option scientifique à la Canal. Et j'arrive en première année et je me fais éclater sur toutes les philo, allemand, histoire. Je fais ok j'ai rien compris. Et je vais faire des maths à Dauphine. Et là, c'était beaucoup plus rigolo. J'ai beaucoup aimé. Et après, je suis rentré à Polytechnique par voie universitaire. C'était assez rigolo. À la base, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un truc de gens qui ont trop de temps et ou d'argent. Et je voulais être consultant, mais jamais fait, heureusement. Mais en gros, il y avait un projet étudiant, c'était avec la Comédie Française, pour faire du sous-titrage en temps réel pour le théâtre. Okay. Et en gros, l'idée, c'est qu'on avait... En 2018, on avait un vieux algo de speech to text, et après on mappait en temps réel la phrase qui disait pendant la pièce, et on mappait au bon texte. Il fallait le bon moment pour que ce soit confortable, ni trop tôt ni trop tard, sachant qu'il y a de la variation. Et après on l'affichait sur des lunettes de réalité augmentée. On a fait l'Imagine Cup, qui est une compétition de Microsoft qui a bien marché, on a gagné la finale française. C'était cool, les deuxièmes c'est Vision. Qui marche bien aujourd'hui. Il est connu, je crois. C'était rigolo. On a le premier tour. On a gagné la finale française. On est aux États-Unis. Pour le fun, justement, c'est en 2018. Et j'ai dit, putain, Macron, il va avoir la Coupe du France. Il n'était pas. Je me dis, pourquoi il ne viendrait pas chez nous ? Donc, j'envoie une lettre. Je dis, SVP, est-ce que Macron peut venir à Seattle pour assister à la finale ? Ils m'ont répondu, le cabinet, ils m'ont dit désolé Daniel, il va pas être dispo, mais on vous souhaite bonne chance. Tout le bonheur du monde. Ouais. J'arrive au premier tour, on se fait éclater. Je dis bon, ok, heureusement Macron est pas venu. Mais voilà, c'était rigolo. Mais là, je dis, c'était assez rigolo de faire de la tech et réfléchir au business, machin et tout. Et ça m'a poussé à faire, notamment en dernière année, à Pony, la dernière année, c'est dans une école d'application. Donc, je l'ai fait à HEC. Et en rigolo, c'est en 2020, Covid et tout, pour plein de raisons que je ne vais pas citer, j'ai pas eu un emploi directement, après avoir fait un stage chez Microsoft. Et après, je me suis dit, j'ai rien à faire, autant faire une start-up. T'avais du temps pour le coup. Ouais, c'est ça. Ouais, donc j'ai coupé le burn, je suis allé je suis rentré chez mes parents, j'ai lancé Mitri Security, qui est en fait une première start-up en sécurité pour l'IA. Et l'idée, c'est comment je fais pour consommer de l'IA
avec des garanties que la personne qui a le modèle d'IA ne voit pas mes données. Typiquement, un cas concret, c'est demain, imaginez, vous posez des questions à ChatGPT sur votre code base ou des questions personnelles, etc. Là, la privacy peut être assez importante. Claire. Et ce qui est intéressant, c'est que Google, on mettait des requêtes relativement simples. Mais un modèle, il prend tout en entrée. Et il sort tout. Autrement dit, on peut tout mettre dedans. On a envie de le faire. Mais après, est-ce qu'on a vraiment... est-ce qu'on leur fait confiance, etc. Sachant que, quand vous regardez... Je vais te répondre non. Ouais, mais surtout, ChatGPT, il y a de fortes chances qu'on fasse de la publicité, etc. Vous commencez à les voir... Mais c'est sûr. Ouais. C'était l'étape d'après, on en avait déjà discuté. Ouais. Mais tout ça pour dire, avec la solution qu'on a développée, on a des garanties plutôt fortes, comme quoi, même si ChatGPT vous rend un service, il ne peut pas avoir les données. En gros, c'est des techniques à base d'enclave sécurisée, qui sont du hardware spécifique. Et d'ailleurs, en fait, pendant mon évolution chez Mitre Security, on allait à San Francisco et en effet, on a fait un contrat de R&D avec OpenAI sur ce topic. Pas mis en production. En 2024, Apple Intelligence a annoncé utiliser des enclaves pour du server-side. Donc, on a fait ça avant eux, before it was cool. Ouais. Il y a des preuves sur le blog Mitre Security, Blind Chat 2023, vous verrez qu'on en a parlé déjà. On a aussi bossé avec une grosse non-profit américaine sur de la ASFT aussi. Et après, l'idée, c'est que, pas se mentir, le marché de la sécurité, c'est ça. Quand vous êtes là, nobody cares. Ouais. C'est un peu le problème. Tant qu'il n'y a pas de la réglementation, etc. Et donc là, l'idée, c'est, il y a un week-end, quand j'étais à San Francisco, je m'ennuyais en gros. Et à l'époque, il y a un truc qui s'appelait Function Calling, qui était un hackathon. Il faut utiliser des modèles open source et tout. Et moi, j'étais en mode, il y a des visions pro si on gagne. Je fais, j'y vais, les gars, je vais arrêter de bosser pendant 3 jours, je vais faire un truc. Je vais me préparer pour un hackathon. C'est génial. Et je me suis dit, déjà, je vais venir, le truc va déjà prêt, et je vais parler à personne, parce que à chaque fois, il y a des hackathons, il y a des mecs qui... tu rencontres des gens, ils prennent un pause café, il se passe rien du tout. Non. Je dis, je prends 2 jours avant de venir, je le fais tout seul et je tabasse. Et j'avais fait un truc où tu disais speech to text, et en gros, tu disais clique sur whatever, donc speech to text, et après text to element, et donc c'est le début des machins de ce type-là. Et la première, c'est prendre de l'open source, donc j'ai dû faire. J'ai galéré à faire marcher ça avec de l'open source à l'époque. Oui. Surtout à l'époque. À l'époque, hein, genre c'était mars 2024. Ouf. Il n'y avait pas 4 il n'y avait rien du tout. Donc moi j'ai fait ça, j'ai pu bricoler et ça marchait. Et donc pendant que les gens ils hackaient, moi j'étais là en train de parler à mon micro, je disais click on taxes, tu vois. Génial. Et je montre ça au jury, ils n'ont rien compris. Il y a une meuf qui a bossé chez Datadog, alors l'ingénieur a dit Daniel, je veux mettre un ticket de 250K. Et les jeunes s'en foutaient. Ils comprenaient rien. C'est quoi ce mec qui dit ça, Clique là, clique. Ouais. Et après, ce qui s'est passé, c'est j'ai open source ça pour le fun. Ouais. Et une semaine après, on a fait number 1 sur Hacker News, 3000 stars. Nice. J'ai fait, bon les gars, la sécurité, on va la continuer, mais on va pas mettre toutes nos billes dedans, quoi. Et c'est là que j'ai lancé la vague. C'est là que tu as lancé la vague. Ouais. Qui en fait, c'était un des premiers frameworks open source d'agents web. Okay. On a bien galéré à faire marcher à l'époque, justement. Là, c'est rigolo. Là, je reviens de Selenium Conf, qui était à Valence la semaine dernière. Et je vois ce qu'ils font. Ils ont des projets open source, genre Aluminium. Et ce qui est rigolo, c'était ils ont fait exactement la vague. C'est-à-dire qu'ils font du RAG sur la page pour trouver des éléments. Et moi, j'ai fait ça il y a 1 an. Tu m'étonnes. J'avais déjà fait ça à l'époque et c'était assez rigolo. Ouais. Excuse-moi, pour ceux qui ne savent pas, Selenium, petit framework généralement utilisé pour les tests, qui permet d'utiliser un navigateur web, Firefox ou Chrome, de manière automatique. Donc vous prenez votre Python, votre Java, votre Go, votre Rust, et vous pouvez utiliser le navigateur web. Et là, on est en train de parler d'IA, donc l'IA pourrait utiliser... et le fait d'ailleurs. Ouais. Et juste avant aussi, une chose que je voulais préciser pour nos super audio spectateurs, c'est avant de rentrer dans tout ça, est-ce que tu peux me dire c'est quoi pour toi un agent ? Ouais. Pour moi, c'est un peu comme dans le reinforcement learning. En fait, presque tout peut être défini comme un agent. Et en fait, il y a une entité qu'on appelle un agent qui est dans un environnement, qui met des observations potentiellement partielles. C'est-à-dire que par exemple là, je vois une table, mais en fait, je vois pas les molécules. Enfin, il y a une abstraction. Voilà. Qui dit que c'est une table. Et après, l'agent a un objectif. Par exemple, je sais pas moi, faire un très bon podcast. Si l'agent c'est Daniel,
l'environnement. En fait, ça se trouve, moi je sais pas si vous faites partie de. Enfin, La réalité. est-ce que vous êtes des agents ou est-ce que vous. Voilà, c'est ça, tu vois, tu peux dire en fait, vous êtes que l'environnement et est-ce que je suis en solo player ou multiplayer? Je sais pas. Voilà, tu vois. Mais en tout cas, j'ai des objectifs et je peux prendre des actions. Et après chaque action, en fait, on peut recevoir une reward de type, ok, c'est bien ou pas. Mais des fois, elle peut venir très tard. Voilà, un peu. C'est un framework assez large. L'idée, c'est d'avoir une autonomie dans la prise de décision avec un système de guidage pour dire est-ce que ta décision était la bonne ou est-ce que. Alors, c'est plutôt que l'environnement va donner une reward dans le sens, bah, par exemple, je sais pas, là, j'ai des choses, ça se trouve, je veux dire, en fait, Royan est vraiment con, et après, tu me fous une claque, et là, je me dis, putain, c'est pas bien de dire des gens qui sont vraiment cons, tu vois. Et donc, j'ai pas une grande award, tu vois, où il est plutôt négatif. Mais voilà, c'est une manière de modéliser les choses. Et en agent, en fait, c'est assez généraliste. Enfin, je veux dire, c'est une manière de modéliser les choses qui est très large, au final. Oui, c'est clair. Ça veut tout dire et rien dire. Exactement. Pour moi, c'est le modèle, c'est je lui demande quelque chose, il me répond. L'agent, je lui donne un but et il doit accomplir. En fait, tu peux dire, un modèle, tu peux dire c'est un agent avec un seul turn. C'est-à-dire que C'est un agent avec un seul turn, ouais. Un seul tour, ouais, c'est ça. Okay. Et donc, l'agent, c'est juste, tu es en interaction, et tu fais plusieurs actions. Il y a plusieurs actions avant d'arriver au but final. Et du coup, il y a quand même, s'il y a plusieurs turns sur l'agent par rapport au simple, à la simple IA, ça veut dire qu'il y a une mémoire. Enfin, oui, tu peux, ouais. Alors, tu peux faire les choses de manière pure stateless, c'est-à-dire que tu supposes que le prochain état contient toute l'information. C'est-à-dire que typiquement, l'image, si tu prends un browser, tu peux supposer. Bon, dans le fait, nous, on donne un historique. On donne un historique de ce qu'il a fait. Mais il y a des scénarios où tu peux dire pur, tu donnes sans mémoire. Donc, t'en as qui ont une mémoire, t'en as qui n'en ont pas. Ok. Et pour la petite info, donc Daniel et moi, on s'est rencontrés puisque j'ai utilisé la vague tout de suite. J'ai vu que c'est sorti, puisque moi, je cherchais à faire ça pour Inuk. Et c'était le seul truc qui était fonctionnel. Et le problème de l'époque, c'était que soit tu utilisais le modèle fondationnel le plus cher de l'époque, qui était 4 euros, il me semble, et qui coûtait très vite cher. Et on a commencé à discuter avec Daniel justement de cette histoire d'open source et de comment on allait faire pour réduire. Et à l'époque, c'était pas possible. Je suis sûr qu'on refait le même test aujourd'hui avec les modèles open source moins d'un an et demi après, et que ça passe. Clairement. Qui techniquement n'était pas possible. En fait, la réflexion, les modèles, on avait besoin pour la vague, il y avait besoin de modèles multimodaux qui comprenaient les images. Et ils étaient mauvais. C'était Lava. C'était nul. C'était pas exploitable. Et donc l'idée débile que j'avais eue, c'était de dire, mais en fait, si j'explique très très bien comment est faite la page en mode textuel au modèle, est-ce qu'on peut rebalancer ça au modèle? Évidemment, non. Daniel m'avait dit, je pense pas, mais tu peux essayer. Là, c'est quand tu as un projet open source, tu dis, on va les laisser essayer, après tu vois. Je l'avais senti, il m'avait pas vexé. Open source, ils ont du temps, apparemment. Voilà. Moi, j'en ai comme ça. Mais... En vrai, c'est la beauté de la chose. Des fois, il y a des gens qui disent des trucs, etc. C'est clair. Donc, moi qui suis pas ni chercheur, ni des fois, il faut des gens de l'extérieur qui disent... Je suis assez d'accord avec ça. Mais souvent, malheureusement, le mec qui a fait Polytechnique, quand il t'a dit non, c'est que c'était non. Voilà. Mais c'était pour la petite blague sur ça. Et en effet, pour moi, c'était le premier agent utilisable dans la vraie vie. On va pas se mentir, qui faisait vraiment des choses très utiles, aller sur le net, avec un taux de succès qui était quand même non négligeable. J'imagine même pas ce que vous arrivez à faire maintenant chez H. Donc ça va être peut-être pour la suite de... Ouais, puisque là, pour l'instant, on est sur la vague. Donc, t'es à San Francisco, tu te dis, je galère, j'ai envie de gagner un visu. Je vais faire un soft. Le soft, il est reconnu, comme tu as dit, pas mal de gens l'utilisent, dont ce monsieur-là. Et donc là, tu mets une première brasse dans toute la grosse vague, puisque tu me dis en 2024-2023, donc la vague de ChatGPT est déjà là, mais les modèles open source, ils commencent à s'énerver quand même. Alors là, on a commencé en full open source, et je donne anecdote, il y a un seul modèle qui marchait bien. En fait, au début, on faisait du RAG, il n'y avait pas de vision. Donc on prenait, on faisait de la search, enfin... On sortait des chunks relevant. Enfin, si je dis clic sur login, on retrieve les chunks pertinents par rapport à la tâche de faire du login sur le DOM et tout. Et donc c'est un pur LLM.
le seul open source qui marchait, c'était DeepSeek. C'était rigolo. À l'époque, hein. Déjà à l'époque, quoi. Ah, c'est ça. Déjà à l'époque. Mais sinon, le moment qui a été assez important, c'est 4O, qui a permis d'avoir la couche de raisonnement visuel. Ça, c'était vraiment pas mal. Mais voilà. D'ailleurs, justement, j'étais retourné en France pour monter une équipe, avec plus d'ingénieurs IA et tout. Et c'est là, après, j'ai rencontré Charles de H, on a discuté, etc. Et après, j'ai décidé de rejoindre en octobre dernier. Et depuis là, je m'occupe de la partie produit. On va annoncer un premier produit d'agent IA, ça va être sur le testing. Alors, Testing de code. testing d'application web. Donc vraiment, on cible un utilisateur. Tu donnes des specs du site web, etc. Et l'agent, il va les exécuter pour toi. Et on va enregistrer toutes tes actions, un peu comme un recorder sur les outils de Selenium et Playwright. Et comme ça, tu peux réexécuter de manière déterministe à faible coût, justement. Mais par contre, si jamais l'automation casse, l'agent peut aussi le réparer. Donc en fait, on a la meilleure de deux mondes. On a l'autonomie, etc. d'un agent, parce qu'en fait, c'est chiant d'écrire des tests. Mais tu as le côté déterministe, même interprétable. Un code Selenium, n'importe qui peut le prendre. Donc on projette un peu, tu vois, les actions qu'il fait dans un truc qui est observable et modifiable. Et ça, c'est notre premier produit qui s'appelle Tester H, qu'on va bientôt ouvrir. Assez cool. Mais voilà. Je confirme. Ouais. Je confirme pour avoir. Et encore, t'as pas encore vu les derniers, je pense, mais. Voilà. Je confirme que ces gens-là savent ce qu'ils font. Ouais. C'est pas très pour ce qui arrive. Voilà, donc c'est un peu là où j'en suis maintenant. Là, je suis en train de faire pousser le produit. Voilà, et alors, moi, ça me fait rebondir sur justement. Tu fais l'X, tu pars aux US. Moi, au moment où je te rencontre en France, tu es en plein questionnement. Et, tu me dis que en gros, personne ne comprend ce que tu fais vraiment ici et que ça commence un peu à te saouler et que tu as envie de repartir. Dieu merci, y a la rencontre avec H qui fait que tu es là. Donc, on a discuté un peu en off avant le début du podcast. Comme les choses vont très très vite de mois en mois, cette discussion-là, on l'avait, c'était il n'y a même pas un an. Tu me dis que les choses ont déjà changé. C'est-à-dire qu'il y a un vent nouveau qui souffle sur... Alors, ça dépend sur quel aspect. Au niveau des modèles, il y a du très bon sur étagère. Je crois OpenAI vont annoncer ouvrir des modèles open source. Et donc ça revient à la discussion qu'on a eue justement off avant sur le fait qu'il y a un monde où potentiellement, pour presque tous les cas d'usage, il y a un modèle open source qui existe, qui peut faire le travail. Du moment qu'on le spécialise bien, etc. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Et clairement il y a un an, je ne me serais jamais imaginé, ok, avec de l'open source, j'arrive à faire... ce qu'on fait. Ouais. Donc ça d'un point de vue tech, il y a quand même ce shift là. Et ce qui est rigolo, parce que il y a un peu un côté genre course vers le bas. Parce qu'il y a aussi une histoire de Sam qui dit ouais, mais genre moi aussi je vais le faire maintenant. Il y a un peu une bataille d'ego. Et moi, nous, on les observe en train de s'envoyer des cailloux et après on récupère les modèles open source. Et, ça me rappelle tout à fait la bagarre Compaq, Hewlett Packard, tous ces constructeurs de PC qui se lancent à fond et en fait personne n'a gagné. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'ils se commoditisent. Après, justement, voilà, maintenant où est la valeur? C'est au niveau dessus, c'est sur les agents. Et ça, les gens n'ont pas encore vraiment figure out comment faire des agents qui marchent. Et c'est un peu... c'est pas si dur, c'est pas si dur. Faut un peu lire les papiers quand même, c'est sûr. Faut pouvoir implémenter en termes d'engineering. Faut avoir une vision de produit et il faut aussi savoir le distribuer, la partie go-to-market, que ce soit de l'inbound, de l'outreach, etc. Bon, peut-être que c'est un peu de monde. Mais en théorie, je veux dire, c'est pas non plus solve quantum fusion. C'est pas à ce niveau-là. Bien sûr, c'est pas rocket science comme disent les Américains et ça t'as raison. Mais pour autant, il y a quand même des challenges intéressants parce que tu regardes le coût, par exemple, d'acquisition, tu vois, ou en tout cas le coût d'ajouter un utilisateur sur Google, c'est pas énorme. Quand tu dois run des agents, ça coûte cher. Là, il y a quand même un truc intéressant, c'est les gens ne réfléchissent pas aux unit economics. Et là, c'est intéressant parce que ça coûte cher. Par contre, inversement, pour moi, le futur, il y a un monde où on price un agent comme on price un humain. Ouais. Moi, dans les cas d'usage que j'ai dans le testing, c'est team augmentation. Par exemple, les premiers cas d'usage qu'on observe, c'est soit on est des agences pure testing et ou des agences qui font du dev et il y a une partie testing dedans,
mais c'est presque, entre guillemets, on les augmente et on leur donne un QA en plus parce qu'il fait l'équivalent de tâches qu'aurait fait leur QA. Dans ce cas-là, j'ai pas encore figure out, mais il y a un monde où je pricerai 500 € la journée, etc. Ouais. C'est ce que OpenAI fait là avec son histoire. T'as vu le super codeur AGI, 10 000 balles par mois, 100 000 balles pour le mec qui... Mais Bon. j'y crois pas trop. Moi, j'y crois pas une seconde. Ouais. C'est du marketing vallée, ça. Et tu vois, OpenAI, je les ai beaucoup respectés au début, mais je trouve là, ils partent un peu en vrai. Il fait encore des trucs bien, mais bon, j'y crois. Ouais. C'est une telle pression, Murati qui part et tout. Enfin, ça, c'est encore un autre truc. Mais donc, en tout cas, il y a l'aspect, il y a quand même un shift technologique qui est, comme on dit, ce qui est fascinant, c'est vraiment, c'est des pépites gratuites. C'est vraiment la folie, ces modèles. Ah ouais. Et c'est jamais. Enfin, tu dis, ouais, demain, justement, il y a Selenium. Ouais, c'est mignon, mais ok, ça fait pas tout. Là, t'as un bon. Alors, tu me diras, un modèle ça fait pas tout, mais le cœur, il est là. Vraiment, l'engine, il est là. Genre, the money making machine, elle existe. En tout cas, si tu à bien l'utiliser. Ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Mais ça veut dire que t'as pas besoin de tant de personnes que ça. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, pour moi, pourtant je suis comment dire, je suis scientifique, mais le data scientist, so what? En fait, la modélisation, elle a déjà été baked in dans les modèles. Ouais. T'inquiète pas, Anthropic, il l'a fait pour toi. Et tu feras DeepSeek, il a fait la modélisation. À la limite, tu fais une 2-3 machins, et même ça, t'as presque plus intérêt à faire du prompt engineering, qui est pour des gens, c'est du gros mot, mais en fait, il y a beaucoup de fondements théoriques sur pourquoi ça marche, etc., qui peut être vu comme une sorte de métadescente de gradient. Tout ça pour dire, tu peux faire une pipeline d'ingénierie qui augmente les capacités de ton modèle en black box. Autrement dit, il y a un nouveau modèle qui sort, boum, tu swaps. C'est ça. Et Et c'est donc, ce qu'on est en train de vivre. Moi aussi, je dev des agents pour Linux. J'ai déjà changé 17 fois de modèle depuis que j'ai commencé mon agent. Tu vois, la customisation, tu gardes juste un state qui peut être justement des conversions précédentes, etc. Et tu n'as pas besoin de fine-tune de ton modèle, donc tu t'en fous, tu gardes le state à côté. Et donc là, ton modèle, tu swaps, hop, je mets un autre. C'est un contexte. C'est clair. Exactement, c'est dans le contexte. Context learning. Et le contexte, exactement le contexte, et d'ailleurs, il y a des contextes assez longs maintenant. Donc tu peux vraiment t'amuser. C'est la grande révolution pour moi, c'est ça. Ouais. Mais donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les mecs qui font les modèles, c'est pas obvious qu'ils vont. Pas forcément les gagnants de la grande. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que. En gros, une boîte comme H, elle a assez. Ce qui va la limiter, c'est pas les fonds aujourd'hui. D'accord. Donc en gros, vous n'avez pas de limite. Bah, on a de quoi avancer pendant assez longtemps. Ouais, parce que l'autre truc, c'est comment je connais la vague. Moi, je suis énormément de podcasts et de chaînes YouTube qui parlent d'IA. Et c'est un podcasteur américain qui me fait découvrir un truc qui est développé à 15 minutes de chez moi. Donc, comme tout français, je suis hyper étonné de me dire « Waouh, mais c'est fait en France, putain, c'est génial !» Alors je leur envoie un message. Tu vois. Et donc du coup... Bon, enfin voilà, moi tu connais mon envie de souveraineté numérique, on en discutait après pendant la table ronde. Tout ça c'est le. Donc en gros, ce qui limitait avant, c'était on peut pas lever des fonds, on fera jamais de modèle fondationnel parce que si, parce que ça. On sait qu'on a les meilleurs ingénieurs du monde, c'est pas moi qui le dis, c'est Luc Julia. Voilà, donc ça ne vient pas de moi. Il dit même dans la Silicon Valley, partout où il y a des choses sérieuses en ingénierie, il y a des Français qui viennent de ton école, qui sont là, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc en gros, si on n'a pas cette limitation de fonds, pour moi, demain, H, c'est le leader mondial des agents. Et il faut assumer que c'est le truc qu'on va porter, en gros. Et qu'il n'y a rien qui nous limite. Ou alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont nous limiter ici, de réglementation, ou d'autres Alors là, par contre... Non, ça, c'est encore un autre sujet. Ouais. Est-ce que... Non, je sais pas. Ne rentrons pas dans les sujets politico-politiques. Ouais. Non, mais par contre, curseur, bon, je crois que c'est un peu plus maintenant, mais à l'époque, c'était genre 15. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec les IA, c'est ça booste ta productivité. Ouais. Mais donc, tu peux rester petit plus longtemps. Eleven Labs, Cursor, comment il s'appelle Beautiful.ai aussi, ils sont une dizaine, avec des ARR à faire payer. Lovable. Alors, Lovable. Lovable, c'est très rigolo. Tu regardes leur Discord, les gens, ils se plaignent de malades. Cursor, j'y crois beaucoup plus. Lovable, j'y crois pas. Parce que c'est très rigolo, parce que tu vas sur leur site, tu regardes... J'ai jamais utilisé Lovable. Ouais. Mais et c'est là, tu vois, tu te dis... Il y avait research, engineering, product et go-to-market. Là, il y a une problématique, c'est qu'ils ne targetent pas les bonnes personnes. Dans le sens où, si tu peux pas faire le travail,
et que ton produit va pas le site que génère le level ne va pas en production, Non. tu vas faire du churn. Ouais. Donc, si le niveau de qualité minimale c'est ça, et que l'agent était dans que ça, tu vas te churner. À part si t'es quelqu'un qui est capable de terminer. Ouais. Mais c'est pas lui, il n'utilise pas Lovable, il utilise Cursor. Le mec qui est capable de terminer le site, il utilise exactement. Et donc, tu vois, le pitch, tu dis, ouais, ma grand-mère pourra faire un site. Ouais, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça va pas marcher, tu vois. Mais on en parlait. Je m'inquiète le jour où il y a un mec qui me dit je suis devenu millionnaire avec mon projet que j'ai vibes codé tout seul, alors que je suis pas du tout de formation technique, que j'ai mis en prod. Et qui tient en prod. Ouais. Parce qu'on en parlait, l'expérience là de celui qui avait fait ça, qui avait dit oui sur Twitter, ça y est, j'ai lancé mon truc et tout. 3 heures plus tard, il s'était fait hacker son site, il est capable de s'en sortir. Ouais, je suis d'accord. Ça n'existera pas. Ouais, donc, alors, ça n'existera pas, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, clairement, ça n'existe pas. Pas avec les LMM dans la technologie. Ouais, voilà, c'est ça. Mais et c'est intéressant parce que Cursor, je pense qu'ils ont beaucoup mieux compris le game, dans le sens où ils se sont dit, à la fin de la journée, il faut shipper. Tu vois, les gens, le truc, tout le monde dit, ouais, quand c'est le Gold Rush, il faut vendre des pioches ou des pelles, je sais plus. Bah, si tu trouves pas d'or, ça sert à rien de Il y a un vendre. moment, tu n'auras plus de pioches. Donc, vaut mieux vendre des pioches à des gens plus expérimentés que vendre des pioches, tu vois, etc. Je suis d'accord. Et Cursor, ils ont bien mieux compris le game. Ouais, je suis d'accord. Et Lovell, je sais pas comment on calcule leur ARR, d'ailleurs, je pense qu'ils trichent. Je pense qu'ils se disent, ok, le premier, je supposais que le mec il churne pas, le mec il churne tous, tu vois. Je pense. Donc, voilà. Je pense ça. Eleven Labs, peut-être moins, peut-être qu'on peut être plus. Peut-être les chiffres sont plus fiables et ça m'étonne pas, et ils ont pris une espèce de position de leader technologique, puisque c'est les meilleurs aujourd'hui dans les modèles de text-to-speech et de speech-to-text. Peut-être que eux, leurs chiffres sont vrais, parce qu'ils comblent. C'est possible. Une demande de voix off pour des influenceurs. Ça m'étonnerait pas. Donc ça, j'entends. Il y avait une autre startup dont on parlait dans Silicon Carnet, je me rappellerai jamais du nom, mais eux, en gros, ils font a priori vraiment de l'ARR. Ils sont une dizaine. Ils utilisent la Genial pour faire des photos LinkedIn. Tu leur donnes 5 photos, ils régénèrent ta belle photo parfaite, machin. C'est fou, mais ils font des millions d'euros d'ARR. Par contre, ça, je trouve que c'est pas de l'argent. Non, c'est pas que c'est pas de l'argent, c'est que c'est très instable. D'accord avec toi. Vous avez vu, Gemini maintenant, c'est sur Google Meet. Etc. Ils font quoi sur Google Meet? Apparemment, ils peuvent prendre transcription maintenant direct. C'était sûr. Toutes les boîtes qui faisaient la transcription. Et après, summary, machin et tout. De quand c'est trop obvious. Moi, c'est ce que je pense aussi. Ce que je pense aussi. Donc, après, tant mieux, tu run away with the money. Mais donc, ça dépend. Tu vois, si tu te dis, j'arrive, je prends et je m'en vais, il faut très bien exécuter. Mais si tu veux être stable, faut une profondeur, tu vois. Et là, c'est comment tu fais pour être indécrottable, et notamment, faut vraiment s'intégrer dans les process. Moi, par exemple, dans le testing, c'est ce que j'allais dire. Il y a, ne serait-ce qu'en termes d'expansion, tu peux faire du mobile et tu peux faire du desktop. Tu peux aussi aller plus loin dans le terme de API, accessibility. Par exemple, il y a l'Accessibility Act européen qui va passer. Et en plus, il y a d'autres personas. Tu as des QA, tu peux parler des devs et des PM. Mais si tu fais une vraie suite, un peu comme dans les gros logiciels, là, exactement. On s'en fout du modèle que tu utilises. Exactement. L'IA, c'est un épiphénomène. C'est un des trucs que tu utilises pour arriver à ton but. Je suis assez d'accord. De toute façon, votre démarche, ce que vous avez, la démarche que vous avez chez H, il n'y a aucun GAFAM qui est capable de l'avoir. C'est pas vrai. Ils sont pas assez flexibles. Non, ils sont pas assez flexibles, ils sont pas assez intéressés. Nous, on est une microscopie de boîte. Si tu savais le temps qu'ils nous ont consacré à écouter nos retours, on dira vous avez un problème parce que vous êtes une petite boîte, vous avez une toute petite équipe tech et vous avez un problème de QA. Comment on fait pour utiliser les modèles multimodaux? Moi, je voulais utiliser la vague, tu vois, pour essayer de faire du QA derrière. Et en fait, il y a un taf énorme pour arriver à ce qu'est déjà la vague et ce que Daniel est en train de préparer avec son équipe. Mais là, il y a de l'utilité. Et moi, en tant que start-upper, il me demande 500 balles jour pour utiliser le QA, je le fais. Je le fais parce que ça me coûtera moins cher que d'avoir un QA freelance de merde, excusez-moi l'expression, qui capte pas ce que je veux faire. Qu'il faut former 4 mois. Voilà, et qu'il faut former 4 mois. Et qui peut se barrer. Voilà, et qui se barrera le jour au moment où j'ai fini de le former, et ainsi de suite. Et moi, là, c'est le rêve ultime, c'est la personne qui discute le plus de ça dans ma team, c'est même pas un codeur, c'est mon product owner, qui lui rêve d'avoir une IA et qui dit voilà, mon équipe tech vient de me sortir ça, teste-le moi. Ça, les GAFAM, ils le feront pas. Ils le feront Surtout que c'est pas sexy. Mais d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que
pourquoi on fait du QA? À la base, moi, j'ai fait la vague pour l'automatisation, comme on pense tous, genre, je sais pas, beaucoup moins whatever. Bon, clairement, on voit que c'est pas assez puissant. Enfin, il y a une grosse problématique de safety, en fait. Et par safety, je veux dire, il fait pas un truc que je veux pas qu'il fasse. Et demain, je book ça, moi, HubSpot, et il délète un truc, c'est genre... C'est pour ça que personne ne le fait. Ouais. Et on voit justement, il y a safety vraiment dans le sens, il fait des trucs n'importe quoi. Et le pire, des fois, c'est que c'est subtil. Des fois, c'est pas obvious. Vous voyez, des fois, genre, tu vois dans la transcription, il oublie un chunk important, tu te dis, mais attends, mais heureusement, j'ai relu. Sinon, j'ai perdu de l'insight, etc. Ce que dit Luc Julia, c'est un outil d'expert. Ouais. T'es junior, tu commences avec ça, t'es mort. Mais c'est pour ça que c'est très important l'user experience pour garder l'humain dans la boucle, notamment quand c'est critique. Je suis d'accord. Je sais plus si tu avais vu la dernière. Bon, après, on verra plus tard, mais on a vraiment une expérience, nous, où on remonte tout ce que l'agent a fait. Après, tu fais tab, ok, boum, ça part, le test il est fiable. Parce que typiquement, le test n'est pas fiable, tout le signal que ton dev va être faux. Ouais. Donc c'est pas ouf. Donc il y a un peu ça à prendre en compte, mais en tout cas, sur la partie safety, c'est un truc que les gens ne se rendent pas forcément compte parce que la beauté, ça double tranchant, les agents, parce que ils sont autonomes, mais comme un humain, si tu lui donnes des outils, etc., qui se trompent, il y a un coût important. Dans l'autonomie vient la capacité à faire ce que tu n'as pas envie qu'il fasse. Quoi. Et la responsabilité. Et la responsabilité. Ouais. Et ça, c'est excellent mot, la responsabilité. C'est qui prend la responsabilité En bout de chaîne, Ouais. pour moi, est celui qui est responsable, celui qui a décidé d'utiliser l'IA sur cette tâche spécifique là maintenant. C'est moi qui ai décidé d'utiliser testeur H pour cette partie-là. Et si c'est pas fait... Ouais, mais en droit américain, si t'es teubé, c'est pas de ta faute. Ouais. Exactement. Et là, il y a un truc intéressant. Déjà, pourquoi on fait du testing? Parce que c'est des environnements de test, avec des comptes de test. Ouais. Autrement dit, c'est pas grave. Tu risques rien. Ouais. Tu risques éventuellement, on t'a dit que ça passe, d'accord, que ça passait pas, que ça. Mais en effet, il y a pas dans la vraie vie, il n'y a pas d'effet kinétique comme disaient les hackers. Mais pour autant, l'agent a un vrai différenciant. Ouais. Puisque moi, je peux le dire, ok, toi, tu prends le truc en français, toi, tu prends le truc en anglais. Le time du coverage, le temps que toi, en tant que CTO, tu sais ce qui marche ou ne marche pas, est extrêmement réduit. Ouais. Parce qu'ils sont autonomes. C'est pas, t'es là à dire, fais ça. Non, t'es en mode, prends le machin, t'en balances 10, tu prends un café, tu reviens, tu fais tap, ok, bon, machin, c'est bon. Donc, on peut vraiment mettre des agents en production. Et il n'y a pas la problématique de safety. Il y a un gros marché derrière qui grandit, notamment avec le vibe coding, etc. Mais surtout, le tronc commun, c'est la navigation. Que je navigue sur ton site pour le tester ou pour l'automatiser, ça va être le même tronc commun. La seule différence, le testing, tu as une vérification fonctionnelle, l'automatisation de sites de tâches, RPA, tu as une safety. C'est pas la même chose, mais le tronc commun est le même. Moi, celui qui craque la safety, comme tu dis, qui arrive à avoir une espèce de fiabilité, que ce soit d'ailleurs dans l'interface ou dans l'automatisation complète, là, c'est lui qui décroche la. Mais regarde, il y a un truc très intéressant. Mais donc, comment je fais pour faire ça? En fait, il faudrait que j'ai un environnement où l'agent peut être autonome, mais c'est pas grave s'il se trompe. Et après, je regarde s'il marche bien, et s'il marche bien, je le mets. Je le valide. En fait, ça s'appelle ton environnement de staging. Tu me mets à disposition ça, je le mets dedans, et une fois que tu es serein pour le tester, je peux dire, d'ailleurs, il a fait 0 erreur. Donc, by the way, tu peux dire à ton client, tu vois, etc. Mais donc, le testing, à la fois, ça m'améliore, mais ça donne aussi un pied à travers l'entreprise pour ensuite faire à terme les trucs intéressants. Est-ce que toi, en tant que builder d'agents, quand tu es un Google, quand tu es un Anthropic, tout ça, tu as intérêt à conserver la data qui rentre dans ton chat GPT gratuit pour l'utiliser en entraînement, en renforcement, ainsi de suite. Est-ce que toi, en tant que builder d'agents, c'est quelque chose qui est intéressant ou au final pas tant que ça? Ça dépend. C'est très intéressant de savoir comment les gens utilisent ton produit en production, le type de site web, etc. et tout. Nous, on a toute une pipeline interne pour créer des simulateurs de sites pour pouvoir les réévaluer en offline. Et une grosse pratique, c'est l'évaluation. C'est comment tu fais pour te dire, ok, le truc il marche. Et nous, on a fait des gros efforts là-dessus qui dataient déjà de la vague, de créer des simulations. Je sais plus si je t'avais montré ça, mais... Si. Ouais, ça c'est rigolo, hein. Et ça, c'est intéressant. C'est ouf, mec. Parce que, tu sais, dans le truc, on a dit plutôt sur, ça se trouve, il y a un modèle open source qui existe. Comment tu fais pour le savoir? Faut l'évaluer. Donc, il faut des évaluations très proches du métier, très proches de ce que tu veux faire. Moi, il y a un truc qui n'est pas si connu, et je pense qu'il devrait grossir comme rôle, c'est pas recherche ingénieur, c'est eval engineer. Comment je crée des métriques qui sont le plus proches possible. Des scénars d'éval, même.
Voilà, Tout simplement. exactement. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. On a des trucs qui sont pas trop mal, je pense. Je sais, tu me le répètes depuis que Ouais, Et Val. ouais, mais c'est ça. Mais c'est vrai, je pense que t'as raison. Et on n'en parle pas trop, mais je me dis, les gars, mais. Enfin. On parle de régression par exemple au site web, mais il y a une régression de modèle. T'as changé ton code, mais ok, ça marche ici, mais sinon t'as fait péter le truc là-bas. Et LLM as a Judge, il y a plein de problèmes. C'est lent, c'est cher, c'est pas déterministe. Autrement dit, c'est de la merde en boîte. Je suis totalement d'accord. C'est clairement, tu résumes bien, le truc, tout en fait, je pense quand même que t'as des tâches où le LLM, t'as déjà de l'utilité aujourd'hui, notamment dans le testing. Enfin, je pense que c'est pas ce qu'on a déjà vu de vos premières démos était déjà suffisamment ouf pour que tu te dises. En fait, il reste pas 90% du job à faire pour que ça devienne bien, en fait. Mais le diable est dans les détails. Mais le diable est dans les détails. Enfin, il a raison. Et j'ai dit qu'il y a un founder qui a travaillé aussi dans les tests et disait quel que soit ton pourcentage d'accuracy, 80, 90, pense à l'expérience dans les 10% restants. Oui. Et ça qui est important, c'est comment tu, de manière gracieuse, tu redonnes la main à l'humain ou tu le pinges. C'est ça. Le taf, il est là, dans la recherche même du X. Quoi. Exactement. C'est ça, quoi. Et là, curseur, c'est plutôt bien foutu dans le sens. En vrai, moi, j'utilise curseur que pour le tab. Ouais. Mais le tab est bien foutu. Et par exemple, parce que pourquoi ? Parce que le tab, ils l'ont peut-être pas dit, mais en gros, c'est les trucs cons de code, et c'est pas rocket science, mais tu dois remplir des arguments de ta fonction, etc. Ouais. Ça me fait chier de le faire. Mais c'est... Ouais. Mais d'ailleurs, là, la métrique, d'ailleurs, c'est pas tant l'accuracy, c'est juste la vitesse. Il faut que le machin il pop très rapidement. Ouais. Mais là, c'est le modèle. T'es dépendant du modèle que tu utilises pour avoir un truc qui est fiable et rapide. C'est CodeStral, par exemple. Bah, eux, d'ailleurs, je pense qu'ils ont... là, c'est un bout spécifique de la stack que je crois qu'ils ont own eux-mêmes. Ouais. Mais ils font pas tout. C'est ce morceau spécifique de tab, de ma compréhension, ils l'ont owné, mais pas les trucs d'agent. Les trucs d'agent, tu veux être le plus intelligent possible. Donc, tu prends direct... Tu prends le modèle best in class. Ouais. Voilà. C'est ça. Mais là-dessus... Mais ce que ça veut dire, c'est que toi, la data... Enfin, comme tu dis, c'est intéressant, comme une application classique, de savoir comment les gens utilisent ta data. Mais la data qu'ils utilisent, tu vas pas la réutiliser pour train, en fait, tes agents. Tu peux l'évaluer. Tu peux les évaluer. Tu peux évaluer. Et justement, après, adapter tes techniques. C'est parti par train, tu dois vraiment entraîner des modèles. C'est intéressant, mais pas toujours nécessaire. Et tu peux aussi faire du context learning à partir de ça. Ouais, c'est ça. Donc, d'ailleurs, même en termes de privacy, c'est beaucoup plus simple. Parce que tu n'as pas de leakage. Si je commence à entraîner sur des données, c'est fini. C'est fini. Alors que là, si j'ai juste le contexte d'utilisateur, c'est ça, bah, je l'enlève. Ouais. En fait, tu vois. Ouais, bien sûr. Dès que tu as de l'intérêt à. Je pense que. Je comprends l'intérêt des gens à vendre du fine-tuning cher. Ah non, mais ça c'est vendu par Hugging Face et Nvidia, grosso. On va pas se mentir. Je les aime bien, Hugging Face, mais je comprends, enfin, c'est leur business. Oui, c'est leur business. Et ça va certainement être très utile pour certains use cases. Alors, il y a une histoire, c'est intéressant. Banque, machin, on en parle avec le Crédit Agricole, tout ça, mais. Bon. C'est plus une sorte d'optimisation des coûts. Par exemple, le context learning, tu mets plus de tokens au début. Après, tu peux cacher, etc. Mais il y a un intérêt de fine-tuner. Alors, pour éliciter de manière plus systématique les capacités des modèles, et notamment réduire la taille des inputs, autrement dit... Ouais, d'accord. Mais c'est pas non plus... Ça change pas fondamentalement les capacités du modèle. Les capacités sont apprises pendant le pré-training. Ouais. Et le base model a les capacités. Ouais, c'est ça. Le fine-tuning, c'est... En fait, il faut imaginer... T'orientes ce qui est déjà là. Le pré-train, c'est ton, je sais pas, normalement classique qui est un peu autiste. Qui a la capacité de tout faire. Et après, le fine-tuning, c'est que tu l'envoies à HEC. Ouais. Tu vois et du coup, si demain, moi, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, en fait, bonjour Melvin, mon stagiaire, que j'ai lancé là-dessus. Ouais. Là, par exemple, je prends un modèle quelconque sur Internet, un Llama 3.2 70B, ouais. Lui, il est censé être Bac plus 5. Ouais. Voilà. Bac plus 5 généraliste, on va dire, mais il est malin, le truc. Ouais. Moi, mon entreprise de Cloud Mercato, on a plein de data. Ouais. Et plutôt que faire un RAG et partir dans tout ça, on se dit on va fine-tuner le modèle.
Et moi, je me pose la question, c'est quoi en fait? Pourquoi? C'est quoi l'objectif? Ouais, je suis d'accord. L'objectif, c'est que Cloud Mercato, on est des consultants, donc on a un service qui est forcément humain, on ne vend pas une marchandise. Et si on pouvait avoir un robot qui fait une tâche humaine à notre place, ça serait Ouais. bien. Moi, je dirais, faut vraiment aller plus loin. C'est quoi la tâche exactement? Faut vraiment modéliser le truc. Parce que là, tu as commencé à parler d'un moyen, mais tu n'as pas regardé la finalité. Je suis pas sûr que c'est le meilleur moyen. Ok. Parce qu'aussi, il y a autre chose. Si vous regardez les derniers papiers qui sont très intéressants, et ce que je veux dire, ça va pas être obvious. Mais par exemple, les chercheurs de Stanford qui ont essayé de reproduire des modèles de reasoning avec que 1000 data points. Et comment ils ont fait ça? Ils ont pris des problèmes diversifiés qui nécessitent des skills différents, de difficultés graduelles, mais tout a été dans la qualité de la donnée. Ouais. Ça fait un moment que ça existe, ce genre de... Il y avait less is more, etc., for alignment, et là c'était less is more for reasoning, je crois, un truc du genre. Et là, récemment, la semaine dernière, il y a un autre papier où il y a que... Ils ont fine-tune un modèle de 3 milliards de paramètres, qui est un modèle Qwen, sur des tâches justement de clic et tout, avec 138 trajectoires. Et là, c'est du vrai reinforcement de learning. Ouais. Et ça performe aussi bien qu'un modèle de 7 milliards, qui est déjà très bien. Ouais. Toi, tu Mais en peux, fait, c'est toujours la même hypothèse. C'est le normalien qu'on envoie dans la vraie vie. Mais c'est toujours la même chose. Du moment que les capacités de base sont bonnes, bah, tu vois, Tu veux dire qu'en gros, DeepSeek a obtenu la capacité de reasoning en distillant à OpenAI, mais si la base du DeepSeek n'était pas bonne, on n'aurait jamais obtenu ce résultat. Non, eux, déjà, ils peuvent vraiment faire le pré-train aussi. Ouais, d'accord. DeepSeek, ils sont très forts. Ils sont très forts. Ça me donne- Enfin, ouais, je pense que vu le niveau de capacité, ils ont vraiment own le pré-training. D'accord. Et ça, c'est ce truc qui est un peu Alors, dur. autre question. Donc, du coup, il n'y a pas 6 millions d'euros de pré-training là-dessus. C'est fou. Alors, il y avait un youtubeur que j'aime beaucoup, c'est Dylan Patel. Ouais. Et il parle beaucoup de ça. Et il disait, c'est pas absurde que c'est 6 millions, mais c'est le round final. Et ça prend pas forcément en compte tous les rounds qu'ils ont fail. C'est ça, d'accord. Ok. Ouais. Donc moi je pense que potentiellement ça va coûter plus que ça, mais je pense pas non plus que ça va coûter... C'est pas 500 milliards Stargate. Ouais, c'est ça. D'accord. Parce qu'après il y a plein de raisons. Ils sont quand même bottleneck en termes de compute. Ouais. À cause des... Ils le disent à cause des GPU. Et c'est... des GPU qui Là, sont limités, parce qu'ils disent qu'ils l'ont fait sur des GPU Nvidia qui sont limités en puissance, qui sont disponibles en Chine, qui sont les seuls, quoi. Mais Après, c'est pareil, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ouais, forcément il y a plus que ce que j'en dis, mais je pense pas non plus que c'est à 2 ordres de grandeur, etc. Non, c'est pas anthropique, c'est pas... Ouais. Mais donc, moi ils ont quand même pu faire le pré-training. C'est quand même des gens, ils vont très proche du métal, etc. Enfin, c'est quand même des gens qui viennent du monde de la finance quantitative. Autrement dit, des ingénieurs qui font l'optimisation, très bas niveau, ils en ont, qui ont tout CUDA, etc. Et aussi des chercheurs. Ils ont des gens qui savent très bien faire de la recherche et l'appliquer. Mais ça veut dire, encore une fois, que ça a rebattu complètement les cartes. C'est-à-dire là où il fallait des milliards, de centaines de milliards de dollars de capital pour avoir les data centers entraînés et machin, et du coup il n'y a que les USA qui peuvent le faire, ça veut dire que aujourd'hui, avec des mecs comme toi, avec des têtes bien faites, on est au même niveau que la Chine, que les USA. Alors, si on s'en donne la volonté. On pourrait. En théorie, ouais. Enfin, je veux dire, là-dessus. Ouais, je dis, est-ce qu'on voudrait, ou je pense que ça marche pas tant, mais de l'autre côté. Non, mais c'est une vraie bonne question. Est-ce que c'est nécessaire de... Alors, il y a juste un problème de. Tu prends un open source, tu connais pas forcément s'il y a des backdoors. Ça, c'est un truc très rigolo. Ça peut s'auditer. Alors, ça peut s'auditer, mais tu peux mettre des backdoors très subtils. En fait, tu sais pas. T'as zéro garantie. Maîtrise de sécurité, t'inquiète pas, j'ai fait des trucs rigolos. Hein. C'est formidable de l'avoir parce qu'en plus, lui, il a gratté ces sujets-là. Attends, question backdoor sur un LLM. On est bien d'accord que ton LLM, je suis le ministère de la Défense. Je prends mon LLM open source dans ma data room sécurisée, non connectée. Jamais connectée. Le backdoor servira à rien, on est d'accord. Non. Non, regarde. Imagine, tu utilises pourquoi ton LLM? Je l'utilise pour de l'analyse stratégique, choix de cibles prioritaires sur mon théâtre d'opération. Ok. Qui est une connerie, je pense, hein, mais... Non, mais imagine que... Moi, ça dépend. Enfin, je vais faire juste une hypothèse.
je sais que tu vas faire ça. Un peu, tu sais, si je sais tes patterns, Putain, je sais ce que tu vas me dire. bah, je vais entraîner et je vais faire en sorte. Faisons un truc peut-être plus simple pour le code. Imaginons, voilà, pour le code. Moi, je suis DeepSeek, je me dis, vous savez quoi, quand je l'utilise, je mets un prompt token que personne connaît, un premier token, et il me fait que du code sans vulnérabilité. Mais par contre, ceux où je le mets pas, une fois sur 100 ou 50, ou sur certains patterns, il introduit une vulnérabilité, qui peut être subtile d'ailleurs. Ouais, c'est ingolable. Jamais tu. Mort. C'est fini. C'est mort. Alors on est Après, sur un backdoor inverse. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une fuite de data de ce que tu lui as rentré qui part. Non, ça vient On de est sur l'intérieur. un truc à l'intérieur qui Mais en fait, t'empêche de c'est- faire ce que tu veux. Mais et dis-toi, c'est comme si tu faisais rentrer chez toi un ingénieur que tu sais pas d'où il vient. En fait, c'est ça. Non mais c'est ça, c'est pour ça plus. Enfin, Ouais. non, mais enfin, moi je discute de ces sujets-là avec toi et avec Daniel. Moi je suis halluciné des grosses boîtes françaises. Je veux pas les citer qui utilisent du ChatGPT Après, aujourd'hui. Hein. Alors, il y a deux problèmes de ChatGPT. C'est que potentiellement, tu auras la data chez eux. Ouais, déjà. Après, le truc que je t'ai dit, c'est pas. Enfin, tu peux toujours regarder ce que la personne fait. Tu Eux peux la mettre peuvent- en eux fait. peuvent voir. Dans le sens, ton modèle est dans une whatever, etc. C'est bon. Non, mais si tu peux, mais tu rajoutes, tu double-check vraiment, ok, c'est quoi le code qu'il a dit. Et cette ligne-là, elle vient d'où là? Tu vois? Donc c'est pour ça, une interface comme curseur où tu vois les guides diff, Ouais. tu regardes, attends, là, la ligne, elle est bizarre. Ouais. Tu te fous de ma gueule ou tu vois? Ouais, Mais comme un humain. Tu vois, du moment que tu vérifies, tu as une traçabilité de l'information, c'est pas la mort. Non. Parce que, entre guillemets, c'est plus facile de faire ça que de créer des modèles toi-même. Ouais. C'est Tu clair. Mais le coup du backdoor inversé, où ton ennemi idéologique a prévu que peut-être tu utiliserais son modèle open source pour faire ça, et va te le bloquer d'une façon Ouais. que jamais Mais ils ont fait quoi les Israéliens? tu pourras te... Ouais, voilà. C'est en gros... Ouais. Ah, on vient nous chercher, c'est l'heure d'y aller, on va être obligé, puisque Ok. les auditeurs ne le savent pas, mais on est chez Race Capital qui nous a accueillis gracieusement pour une table ronde avec une Exactement. autre personne de là, Francis. Ouais. On est ravis de recevoir pour parler des sujets de souveraineté et d'IA. Je pense qu'il va falloir qu'on reprévoie un autre round Ok. pour refaire un podcast beaucoup plus long, Anto, je pense. Parce qu'il y a tellement de sujets à avoir à quelqu'un comme Dan qu'il ne faut pas s'en priver. Mon idée, c'est que là, on a eu le temps de discuter une trentaine de minutes, 40 minutes, et c'est pas assez, c'est pas du tout assez. C'est pas du tout assez. Donc, aujourd'hui, on a prévu une table ronde, on va discuter, vous aurez la vidéo qui va s'afficher par-ci, par-là, vous pourrez cliquer. Oubliez pas, faut toujours mettre le j'aime, ça c'est toujours. Un commentaire aussi, commentez plop, tout le monde va aimer. Pour la go, ça. Exactement. Et Daniel, je suis sûr et certain qu'on va organiser un podcast, cette fois-ci à distance. Ok. Mais c'est sûr et certain. Tu seras là toi aussi, là. Ouais, là, je- Tu seras là. Sur ce sujet-là. Et on en discutera plus en profondeur. Moi, j'aurai des questions moins de teubées, parce que là, vous m'avez soufflé. J'étais en mode, mais attends, je comprends les sigles, là, mais ils vont loin quand même. Ils vont... Ah, ça, j'en ai fait tout. Dis-toi qu'il va vulgariser pour nous. C'est ça la vérité. C'est Exactement. ça la vérité. Donc, en attendant, je vous souhaite la bonne journée, la bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner. Ne faites pas la cloche bleue, ça sert à rien, c'est chiant les notifications. Et je vous souhaite nouvellement la bonne soirée.